Vous aimez l'aventure? Vous êtes fiers d'afficher tous les drapeaux des pays où vous vous êtes rendus? Je déteste quand les gens font ça. Eh ben on rediscutera de votre appétence pour l'aventure à la fin de cette vidéo. C'est parti! L'air est moite, lourde, l'atmosphère poisseuse colle à la peau. Nous ne sommes pas dans ta chambre, mais bien en pleine forêt tropicale. À bout de force, Yossi Ginsberg, un jeune Israélien de 22 ans, lève les yeux au ciel. Et la végétation est tellement dense qu'aucun rayon de soleil ne parvient à la pénétrer. Et lever les yeux, ça va, c'est simple normalement. Sauf que pour Yossi, c'est un calvaire tellement son corps est ravagé par la douleur. Il ne peut plus tenir debout, un peu comme toi à 4h du mat devant le Pacha Night Club. Pourtant, au moment où il abandonne son combat pour la vie, le bruit distinctif d'un moteur qui fend l'eau lui parvient à quelques mètres de là. Le cœur de Yossi se met à bondir dans sa cage thoracique. En réalité, il ne sait pas s'il est victime d'une énième hallucination. Il rassemble ses dernières forces, s'oblige à se bouger et traîne sa carcasse jusqu'à la berge. Vraiment, on dirait le tableau d'un poivreau en fin de soirée. Mais c'est comme ça qu'on s'amuse, même si on s'en rappelle plus après. Sur la berge, il croise le regard d'un autre homme qui se tient debout sur une barque de pêcheurs. Cet homme, il le connaît bien, et c'est son compagnon d'infortune, Kevin, dont il a perdu la trace 20 jours plus tôt. Pour les deux amis, c'est le choc. Yossi est méconnaissable. Pourtant, d'habitude, sur Koh-Lanta, on a le droit de manger des pizzas. Alors que là, Yossi, ça se voit qu'il a pas bouffé depuis 20 jours, il est carrément en 2D. Et pourtant, il est là, il est bien vivant et vient de survivre à 20 jours d'enfer dans la jungle bolivienne. Alors comment c'est possible? Est-ce un aventurier hors pair? Ou le chatard ultime? Bah c'est ce qu'on va voir. Mais avant, abonnement à la chaîne ou la pendaison. Voilà, je pense que le choix est simple maintenant. Yossi Ginsberg naît le 25 avril 1959 dans un contexte économique encore difficile marqué par l'empreinte de la Seconde Guerre mondiale, mais très rapidement, le petit s'intéresse à la lecture. Certains ouvrages, tels que Endurance, un roman d'Albert Lansing contant l'incroyable odyssée de l'explorateur Shackleton, enflamment son imagination durant son adolescence. Yossi devient un jeune homme, bon je précise comme aujourd'hui on peut un peu devenir tout ce qu'on veut et que... Je me fous dans la merde là, non ? Bon, comme il doit travailler pour subvenir à ses besoins, il choisit de s'engager dans la marine. Il termine sa formation militaire au bout de 3 ans et pendant tout ce temps, sa soif d'aventure ne fait que grandir grâce aux livres qu'il emmène partout avec lui. Parmi ses auteurs favoris se trouve un célèbre nom français, Henri Charrière, que vous devez certainement connaître sous le surnom de Papillon. Il mériterait lui aussi un épisode d'ailleurs. Cet écrivain que Yossi admire a été condamné pour meurtre par la justice française, bien qu'il ait toujours clamé son innocence, et cela n'a pas empêché qu'il devienne un bagnard. L'un des romans écrits par Henri Charrière, et qui a été le plus inspirant pour Yossi, est autobiographique. Il raconte l'histoire de son incarcération sur l'île du Diable, puis son évasion. Depuis quelque temps, Yossi n'a qu'une idée en tête, rencontrer Henri Charrière pour lui dire qu'il l'admire et qu'il souhaite suivre ses pas en explorant la forêt amazonienne. C'est un peu bizarre les gens, non? Parce que c'est comme si d'un coup ils étaient passionnés par, je sais pas, Jeffrey Dahmer. Bref, le jeune homme a réussi à mettre un peu d'argent de côté et compte bien réaliser son rêve. Petit obstacle cependant, Henri Charrière est mort. Bon, si le vieux a canné, ce n'est pas pour autant qu'il va stopper son rêve. Avec ses quelques sous en poche, Yossi se rend en Bolivie. Sur place, il rencontre un ancien champion de tennis, Marcus, avec qui il partage cette passion pour l'exploration. Ils rencontrent même tous les deux ensuite un troisième homme, Karl, un Autrichien qui se présente comme étant un géologue. Ce dernier, lors d'une conversation, informe Yossi et Marcus qu'ils projettent d'aller explorer l'Amazonie bolivienne, un territoire encore vierge et sauvage. Mais l'expédition n'a pas pour seul but d'aller joyeusement randonner avec quelques amis. Il a entendu parler d'un village perdu au plus profond de la forêt tropicale et qui regorgerait d'une quantité d'or phénoménale. Et ben voilà, on y arrive à la vraie raison, la thune! Faudrait vraiment être idiot pour aller risquer sa vie dans l'enfer vert dans le but de répertorier 2-3 piastres. Le pire, c'est qu'on vous demande 8 années d'études acharnées pour ça, alors qu'avec un bac-3, vous pourriez être journaliste sur BFM TV et gagner 2 fois plus. Bref, Yossi a des étoiles plein les yeux et des billets plein la tête. L'équipe se prépare, mais juste avant de prendre le chemin de la dangereuse jungle bolivienne,
Un dernier comparse rejoint le petit groupe. Il s'agit de Kevin, un photographe américain que Yossi et Marcus ont rencontré quelque temps auparavant. Ils sont parvenus à le convaincre de rejoindre l'expédition alors que Kevin, lui, avait prévu de rentrer aux États-Unis. Karl, qui est le mieux à même de guider les aventuriers jusqu'au village, puisqu'il affirme l'avoir déjà visité, prend les choses en main et emmène tout ce petit monde au point de départ de l'expédition, un petit village nommé Azariamas, à partir duquel ils devront suivre une rivière pour s'enfoncer dans la jungle. Les 4 compères voyagent plutôt légers. Karl leur a déconseillé d'emmener des provisions au risque d'être incapables de porter leur sac à dos. Pour lui, la jungle regorge de proies et il est plus sage de chasser leur nourriture directement sur place. Ça vous rappelle personne, ça? Un autre génie de l'aventure nommé Stephenson, mais qui n'était pas assez con pour partir dans ces conditions, lui, il envoyait les autres. Donc hormis quelques haricots secs et du sel, c'est sans la moindre source de nourriture qu'il s'engage dans les profondeurs inexplorées de la forêt. Mais ce qui devait arriver arriva. Au bout de plusieurs jours d'une marche exténuante, sans la moindre source de nutriments pour se revigorer, le groupe fatigue. Karl a réussi à abattre quelques singes pour nourrir tout le monde, mais Marcus, lui, a refusé de manger de cette viande. Effectivement, les 3 aventuriers sont témoins des actes violents de Karl, qui semble prendre un plaisir malsain à massacrer ces pauvres bêtes. Eh ben, ça fait plaisir d'être parti en expédition avec un psychopathe. Alors qu'il s'enfonce dans la jungle, Marcus commence à sentir ses forces faiblir sérieusement. Pire, il a développé une infection fongique au pied qui noircisse et se nécrose. La douleur empire de jour en jour, et bientôt, il n'est même plus en mesure de suivre le groupe. Les 4 hommes pèsent le pour et le contre, et à la fin, il n'en restera qu'un. Oh, j'avoue, c'était pas drôle, c'était pas terrible. Pardon. Usés, fatigués et affamés à cause de leur longue journée de marche sans rien se mettre sous la dent, et ayant l'impression que leur Eldorado n'est qu'un mythe finalement, ils finissent par faire le choix difficile mais vital de rebrousser chemin. Enfin, faut qu'il y en ait un qui ait les pieds qui moisissent pour qu'ils envisagent cette idée. Yossi a les boules, car l'expérience a beau être rude, il veut aller au bout de son projet. Après tout, c'est son rêve, son but ultime. Alors, quand ils reviennent au village d'Azariamas et que Karl leur parle d'un nouveau projet, il sent une nouvelle excitation monter en lui. Non mais il est con ou quoi? L'autre qui visiblement a des comptes à régler avec les singes et qui les a envoyés en plein environnement hostile sans provision était à 2 doigts de les faire crever et il lui refait confiance? Bah vas-y, va crever dans la jungle. Mais attention, le plan serait quand même moins risqué, puisque cette fois-ci il ne s'agit plus de traverser la jungle à pied. Karl veut construire un radeau pour descendre une rivière qui traverse elle aussi la jungle et qui amène à une ancienne carrière d'or. Ah, c'est ça le nouveau plan? Sérieux? Un suicide de groupe? Oui, parce que comme si la blague n'était pas suffisamment drôle, le radeau ils vont le construire eux-mêmes. Les 4 aventuriers commencent à descendre la rivière et en fait ça se passe plutôt bien. Sauf qu'à un moment donné, il y a une embrouille qui éclate entre Marcus et Karl. Le premier donne de mauvaises instructions. Sans déconner, conduisant le radeau vers des eaux déchaînées. Et du coup, Marcus reproche à Karl de ne rien savoir en fait. Il lui dit « t'es un incompétent ». Malgré tout, ils arrivent au confluent de 2 cours d'eau et Karl annonce que là, le radeau c'est plus possible parce qu'il y a des rapides un peu plus loin. Et surtout, il annonce qu'il ne sait pas nager, donc il faut arrêter de traverser en radeau et il faut reprendre à pied. C'est parti pour le début du cauchemar. Kevin est catégorique, il refuse de bouger du radeau. Karl lui répond que c'est du suicide de faire ça. Mais plus personne ne se fait confiance. Les 4 hommes se séparent. Marcus, qui préfère la terre ferme, suit Karl. Kevin, comme annoncé, reste sur le radeau. Et Yossi, lui, il sait pas trop quoi faire. Mais c'est vrai, qu'est-ce qu'il doit choisir? Aller tabasser du babouin avec Karl ou faire du rafting avec Kevin? Il choisit la seconde option, parce qu'il se rend bien compte que Karl est complètement taré, il est incompétent en plus, et Kevin ne peut pas faire pire. Karl et Marcus restent ensemble et traversent la jungle, Kevin et Yossi restent sur le radeau et tout le monde se sépare. Inconsciemment, ces derniers se rapprochent de la cascade mentionnée par Karl, et ils sont secoués de tous les côtés. Leur radeau se fracasse à gauche et à droite, ils sont obligés de s'allonger sur celui-ci et de se cramponner pour espérer survivre. Ah, c'était peut-être pas la meilleure idée finalement. Dans les rapides déchaînés, Kevin et Yossi perdent rapidement le contrôle de l'embarcation qui se dirige tout droit vers un énorme rocher. Cela ne loupe pas et elle s'éclate contre celui-ci, projetant les 2 amis à plusieurs mètres l'un de l'autre.
Yossi se retrouve englouti sous une masse d'eau à la force inouïe, la pression sur sa poitrine est si forte qu'il n'arrive pas à remonter à la surface. Il est en train de se noyer, mais parvient finalement à rejoindre le rivage. Vidé de ses forces, trempé jusqu'aux os, sans la moindre provision, ni eau, ni arme pour se défendre, le voilà complètement seul dans l'épaisse et impitoyable jungle bolivienne. Cette épreuve est au moins aussi dure que parvenir à mettre sa clé dans la serrure en étant complètement bourré un dimanche matin à 5 h. Quelle horreur! Bref, totalement épuisé, il s'écroule. Le lendemain matin, Yossi remarque que son kit de survie est coincé à quelques mètres de lui entre deux rochers. C'est très peu, mais c'est quelque chose d'essentiel dans la jungle à ce stade, et il faut le récupérer. Yossi l'ignore, mais de son côté, Kevin a été secouru, et celui-ci se dirige à son ambassade pour prévenir les secours. Simplement, une mission de sauvetage en pleine Amazonie, ça se prépare, parce que sinon les secouristes, il faudra les secourir aussi. Alors, ils racontent toutes les conneries qu'ils ont faites, du genre partir en pleine forêt sans eau ni provisions, construire un radeau, bref, toutes leurs aventures, et ils donnent les noms de ses compagnons. Lorsqu'ils mentionnent Carl, à l'ambassade, on se regarde droit dans les yeux. Et il est finalement annoncé à Kevin que Carl est un criminel recherché par Interpol. Ah bah, c'est pas un géologue! Yossi, de son côté, tente de survivre en mangeant des œufs crus qu'il trouve dans des nids d'oiseaux ou alors des baies qu'il récolte au fur et à mesure qu'il avance. Il ne sait pas où il se trouve, il ne sait pas où il va, mais il se dit qu'il doit avancer coûte que coûte en suivant le chemin de la rivière qui l'amènera nécessairement à un village ou à une civilisation à un moment donné. Mais au manque de nourriture s'ajoute la menace des serpents au venin mortel, les morsures de termites, les piqûres d'araignées et même des prédateurs bien plus gros qui le traquent. Les nuits dans la forêt sont horrifiques, c'est tout sauf calme, c'est même le contraire lorsque le soleil s'est couché. Parce que c'est à ce moment-là qu'elle se réveille. C'est d'ailleurs au 6e jour que Yossi va faire l'une des pires rencontres de sa vie. Alors qu'il tente de dormir un peu, un bruissement le réveille. Une branche craque, comme si quelqu'un venait de marcher dessus, la brisant sous son poids. Aussitôt, il se redresse et ouvre les yeux. Son sang se glace. Il aperçoit les canines blanches d'un jaguar qui s'apprête à bondir sur lui. Il est totalement paniqué et ne sait pas quoi faire, mais son instinct de survie va prendre le dessus. Il saisit une sorte de boîte de moustiques, un briquet, et il improvise un lance-flamme, ce qui fait fuir l'animal. Mais vous vous rendez compte de la chatte qu'il a eue? S'il s'était pas réveillé, il était mort. S'il avait pas improvisé ça, il était mort. S'il avait fait autre chose, il était mort. Mais on est loin du pire, parce que tout comme Marcus, Yossi est atteint d'infections fongiques à ses pieds qui se noircissent et se décomposent, littéralement. La peau est en train de tomber, mettant à vif la chair. Et pour résister à ça, Yossi a une idée assez saugrenue. Il va utiliser des fourmis dont la morsure va être si forte qu'elles vont lui faire penser à autre chose qu'à la douleur de ses pieds. En réalité, cette stratégie est là pour qu'il continue à avancer, remplacer une douleur atroce par une autre plus effroyable encore. Mais ils sont totalement barjots, ils sont tous fous. Heure après heure, jour après jour, Yossi continue d'avancer comme il le peut. Mais il n'y a aucune trace de civilisation, ce qu'il recherche en remontant la rivière. Et même si sa détermination est toujours là, il faut bien reconnaître que son corps, lui, est totalement en train de lâcher. Il n'arrive presque plus à avancer et il est à un stade où même des vers sont en train de proliférer sous sa peau. Au 17e jour, une lueur d'espoir surgit lorsqu'il entend le bruit d'un avion survoler la zone. Il sait que c'est Kevin qui a certainement été secouru, alors il court le plus rapidement possible pour essayer de faire signe à l'objet qui est en vol. Et c'est bel et bien la police bolivienne qui est à sa recherche. Malheureusement, ils n'apercevront pas l'homme perdu en plein enfer. Quand il voit l'avion s'éloigner, Yossi s'écroule dans la boue. En larmes, il est totalement désespéré. Il envisage même de mettre fin à ses jours pour que ce calvaire se termine. Mais alors qu'il est allongé, les yeux fermés, il finit par les rouvrir et il aperçoit une jeune fille. Galvanisé par cette rencontre, il se redresse et tente de parler à celle-ci. Mais elle ne lui répond pas. Ce n'est pas grave, il se sent investi d'une mission. Il doit la protéger elle aussi. Il n'est plus responsable uniquement de sa vie, mais de deux désormais. Le jeune homme se surpasse et puise dans ses forces pour qu'elle soit dans les meilleures conditions possibles en construisant un camp pour eux deux. Et puis un jour, alors qu'il la serre dans ses bras, elle disparaît.
Il met plusieurs minutes à comprendre, mais il finit par saisir qu'il est touché d'hallucinations. Ça a duré plusieurs heures au point qu'il construise un camp, et il a puisé dans ses ressources les plus profondes pour y parvenir. Mais d'un autre côté, ça a certainement permis de lui sauver la vie, lui qui était à deux doigts de la perdre. À l'aube du 19e jour, tandis que Yossi lutte pour ne pas mourir, la situation s'aggrave. On se demande comment c'est possible, vu le niveau là. La pire tempête depuis une décennie s'abat sur la jungle bolivienne, là où se trouve Yossi. Et par deux fois, le jeune homme est à deux doigts de se noyer à cause de marées qui se créent. Il lutte corps et âme pour se retirer de la terre dans laquelle il s'enfonce à cause de l'eau. Et ça lui prend littéralement toutes ses dernières forces. Mais le lendemain, nous sommes le 20e jour. Yossi ne bouge pas, et il ne bougera plus d'ailleurs. Mais c'est la date à laquelle Kevin arrive sur cette barque de pêcheurs. Yossi Ginsberg est donc sauvé. Il est évidemment aussitôt envoyé à l'hôpital le plus proche et il lui faudra 3 mois pour se remettre de ces 20 jours horribles. Karl et Marcus, quant à eux, ont été engloutis par la forêt. Il n'y aura plus jamais aucune nouvelle d'eux, ils ont disparu. Et on ose imaginer dans quelles conditions vu ce qu'a vécu Yossi. J'espère que Marcus a survécu, même si, bon, il y a très peu de chance, vu que Yossi et Kevin ont lancé des recherches encore a posteriori pour essayer de les retrouver, en vain. Mais par contre, Karl, lui j'espère qu'il s'est fait attraper par un gang de singes bien violents et qui lui ont fait sa fête. Tout est bien qui finit bien, Yossi raconte son histoire démentielle à travers des conférences, et en 2017, un film a même été adapté de son histoire et il s'appelle tout simplement Jungle et Daniel Radcliffe est le personnage principal. Voilà pour cette histoire totalement folle sur le Cogiteur, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu et à vous abonner évidemment en activant la cloche. Nous on se retrouve dans un prochain épisode et je vous dis à bientôt, ciao.